Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence animée par Envoice sur la fin des cookies tiers. On a déjà une quinzaine de personnes inscrites. On va attendre que les autres arrivent tranquillement. Je pense que chacun se remet un petit peu de la défaite d'hier soir. Du coup, je suis avec Alban, du coup le CEO d'Envoice. Salut Alban. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le réveil est difficile. Enfin, pour les amateurs de foot, pour les Voilà, autres, oui, au pour les contraire. autres, c'est plutôt bonheur puisque du coup, c'est fini. Il n'y a plus rien à regarder. Ouais. Donc, bah, écoutez, ravi de vous accueillir donc dans cette conférence. Du coup, effectivement, j'ai envoyé un petit mail aux gens qui étaient déjà inscrits depuis un petit moment, et puis d'autres nous ont rejoints hier. Effectivement, il y a eu un petit peu des changements qui se sont produits en fin de semaine dernière, qui sont du coup très intéressants, puisqu'on va pouvoir les décrypter ensemble, et on va également du coup pouvoir vous montrer un petit peu ce que nous on a compris en fait des flocks, ce que l'on a testé avec les flocks, notamment de Google, donc et tout l'impact en fait que cette décision de reporter de quelques mois va avoir pour les annonceurs. Plus que jamais, c'est un moment qui va être très très intéressant et très excitant. Et vous le verrez, on parlera quand même de cette étude qu'on avait réalisée au préalable pour connaître un petit peu l'avancement, où en étaient en fait les directeurs marketing, où en étaient les responsables e-commerce, justement par rapport à cette fin des cookies tiers. Sans tout vous dévoiler, évidemment, vous vous rendrez compte qu'en fait beaucoup de gens n'étaient pas prêts à recevoir en fait, à accueillir en fait ce big bang de la publicité digitale. Donc finalement, très belle opportunité ce report et beaucoup de choses à faire. Donc nous, on souhaitait justement vous parler de tout ça et puis évoquer avec vous tout ce que l'on pourrait faire avec les flocs dans un moyen terme. Il y a un onglet questions. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions en live. Justement, l'idée, c'est aussi de créer cette interaction. S'il y a des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse, s'il y a des choses que vous souhaitez soulever aussi des remarques, n'hésitez surtout pas. On est vraiment là pour ça. Il y a aussi une partie questions-réponses qui aura lieu à la fin de cette conférence qui devrait durer 45 minutes, une heure à peu près. Évidemment, un accès replay aussi juste après l'événement. Et puis, on se rendra bien entendu disponible par la suite si vous avez des questions-réponses. Voilà. Donc, ce que je te propose, Alban, c'est que là, il y a à peu près une trentaine de personnes. Au fur et à mesure, de toute façon, les gens vont nous rejoindre. Donc, c'est qu'on démarre au plus vite. Comme ça, on pourra aussi passer un peu plus de temps à la fin pour discuter et échanger avec tous les participants qui sont présents. Je te laisse du coup peut-être présenter On Voice. Oui, complètement. Merci, merci à tous d'être avec nous ce matin. Donc, comme le disait Alexandre, hein, c'est un workshop. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir partager l'état de l'art et en même temps ce que l'on a pu constater autour de la fin des cookies et de ce nouveau système nommé Flock. Donc, c'est pas du tout une présentation commerciale. Hein, on parlera très très peu d'OnVoice. Je vais vous faire une petite présentation tout de même. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger justement tous ensemble. Il y a énormément de questions sur ce sujet. C'est une problématique qui est stratégique, la fin des cookies. Donc l'idée, c'est qu'on puisse justement interagir ensemble. Vous êtes à 95% justement des directeurs marketing, donc on est vraiment entre nous. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir poser vos questions et qu'on puisse y répondre justement en live. Nous, de notre côté, on va être complètement transparent. On va vous partager tout ce qu'on a pu apprendre sur les dernières semaines en étudiant justement ce phénomène et cette annonce. Et donc l'idée, c'est de pouvoir débuter assez rapidement dans le concret. Quelques mots sur OnVoice pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on est un expert en fait de ce qu'on appelle le display. Donc le display, c'est quoi? C'est le troisième pilier à côté du search et à côté du social. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les annonceurs à optimiser justement ce terrain de jeu qui s'appelle le display, qui représente à peu près 60% du temps passé sur Internet. Donc c'est plus que l'univers GAFA. Et donc d'accompagner les marques pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, on a pour ça, en fait, mis en place une solution justement basée sur l'intelligence artificielle. On y reviendra tout à l'heure, c'est justement un élément clé qui permet de décrypter les flocs. On va être sur toutes les stratégies, du branding en passant par la prospection, le reciblage et la fidélisation, sur tous les formats, vidéo, le natif, etc., etc. Et on essaye de faire tout ça avec deux soucis. Un souci de performance pour vous. Donc, on va mettre en place des objectifs vraiment performance. Donc, en gros, c'est un CPL, c'est un CPA, etc.
Et en même temps, dans une approche responsable, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de respecter justement les internautes. On le verra, ça n'a pas été toujours le cas, et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles le cookie va disparaître. Et en même temps, du coup, d'être responsable aussi vis-à-vis des marques et de faire correctement notre job en favorisant justement l'émergence des marques dans des univers captifs et des univers qualitatifs. Voilà, quelques mots sur Envoice. Voilà, je referme en fait vraiment ce point-là. L'idée maintenant, c'est d'être focalisé sur la fin des cookies et les opportunités qui y sont liées. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est un point sur les annonces de Google autour en fait donc de la fin des cookies. C'est donc une annonce qui a été faite en janvier 2020 sur le blog, le Chromium blog, en gros le blog qui rassemble justement les annonces autour du moteur Chromium. Donc le moteur Chromium, hein, c'est ce qui va servir pour Chrome, mais aussi pour d'autres navigateurs comme Edge de Microsoft. Donc c'est vraiment la brique centrale open source qui est partagée entre différents navigateurs. Donc à cette date, début 2020, Google annonce la fin des cookies tiers sur Chromium, donc à la fois sur Chrome, mais aussi sur l'ensemble en fait des partenaires qui utilisent le moteur Chromium. Et l'objectif était donc en mars 2022 de supprimer ce cookie tiers et d'effectuer des tests avant. Donc on en reparlera tout à l'heure. Il y a des tests qui sont en cours, là, qui viennent juste de se terminer. L'idée était de préparer justement le marché à cette révolution. Ça, c'est ce qui a été annoncé. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement aujourd'hui, donc vous devez être, je pense, conscient de ça. Je vais passer rapidement, mais il y a deux types en fait de cookies. Il y a les cookies qu'on appelle first party. Donc c'est un cookie qui va prendre le nom du domaine sur lequel l'internaute se trouve et qui va permettre notamment de pouvoir comptabiliser justement l'ensemble en fait des statistiques autour de l'audience, qui va permettre en fait le bon fonctionnement du site lorsque vous mettez par exemple un produit dans un panier, etc., qui va permettre la personnalisation de l'expérience. On pousse des recommandations de produits ou des recommandations de contenu personnalisées, et puis en même temps qui va permettre aussi de créer pour un site média des segments et de pouvoir y appliquer justement la publicité segmentée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le first party. Ça, il n'y a pas d'annonce pour l'instant sur cette partie-là, mais on peut imaginer effectivement qu'il y en ait dans les prochaines années. Et il y a le cookie tiers. Le cookie tiers, comme son nom le laisse supposer, ce n'est donc pas un cookie posé par l'éditeur, mais par un tiers. Un tiers, et généralement le tiers, ce sont des sociétés qui vont être en collaboration avec l'éditeur sur la partie publicitaire, soit pour agréger de la donnée et créer par exemple des segments, soit pour faire du reciblage, soit pour faire de la publicité personnalisée. Voilà, c'est vraiment une façon d'exploiter au mieux justement les informations sur le site, de les croiser avec des informations extérieures pour avoir une approche la plus globale possible. Le cookie tiers, c'était le lien entre les différents sites. Voilà. Et donc ce lien entre les différents sites, qui permettait de construire des audiences ou des campagnes publicitaires, va donc complètement disparaître. Donc on parle bien du cookie tiers. Le cookie tiers, l'annonce de Google donc, qui a été faite l'année dernière, c'est juste la dernière annonce qui a été effectuée, puisqu'effectivement, c'est un mouvement qui a été initié par Apple maintenant il y a 4 ans, avec effectivement le projet ITP qui permettait justement de réduire l'impact du cookie. Donc, Apple a lancé en fait le cookie tiers. Apple a lancé cette initiative visant justement à faire disparaître en fait le cookie. Donc, il y a eu un certain nombre d'approches, l'ITP 1, l'ITP 2, l'ITP 2.1, qui, in fine, en fait, ont supprimé le cookie de l'univers Apple. On a eu la mise en place du RGPD. Je ne reviendrai pas effectivement sur ce phénomène. Je pense que tout le monde a été très fortement sensibilisé sur le RGPD. Le RGPD, c'est quoi? C'est un contexte juridique qui permet effectivement d'encadrer la gestion des données personnelles au niveau de l'Union européenne. On a une déclinaison assez forte faite par la CNIL du RGPD, avec notamment aussi toute une gestion du consentement, avec différentes étapes, dont la dernière en mai dernier, qui permettait justement d'accompagner les éditeurs pour recueillir le consentement. Vous avez dû voir l'évolution de tout ce qu'on appelle les consent bars qui permettent à l'internaute de dire oui, j'accepte ou je n'accepte pas qu'on utilise en fait mes données. On a d'autres acteurs en 2019, donc Firefox et puis Microsoft, effectivement, qui ont
éradiquer en fait les cookies tiers. Bref, l'annonce de Google l'année dernière, c'est vraiment la dernière étape de suppression du cookie. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais effectivement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le poids de Google et de Chromium, parce que comme j'évoquais tout à l'heure, on parle de Chromium. Google, c'est le navigateur de Google, c'est à peu près 60% en France et 65% dans le monde. Et si vous rajoutez, comme vous voyez sur cette slide-là, à peu près 4-5 points en fait de Edge, Microsoft Edge, vous avez le poids total en fait de Chromium. Le web aujourd'hui tourne déjà à 60%. Donc aujourd'hui, vous avez déjà entre Firefox et Safari qui ne gèrent plus les cookies. Le monde publicitaire, déjà aujourd'hui, est sur une île qui représente 60% en fait du trafic Internet. L'annonce de Google supprime ces 60%. Donc c'est pour ça, effectivement, qu'on parle de Big Bang, parce qu'on pouvait encore jouer sur une moitié du terrain, pour reprendre effectivement la métaphore de ce qui s'est passé hier, et puis d'un seul coup, le terrain disparaît. Alors, la fin des cookies tiers, c'est un impact majeur pour les annonceurs à plusieurs titres. C'est d'abord l'impossibilité en fait, de cibler spécifiquement un individu, puisque le cookie tiers permet justement d'avoir de la donnée individuelle et de pouvoir cibler de manière individuelle les internautes. C'est la possibilité, le cookie tiers, de gérer le capping. Ce qu'on appelle le capping, c'est la répétition, le nombre d'impressions par personne de votre message publicitaire. Ça disparaît avec la fin des cookies tiers. C'est aussi du coup l'impossibilité avec la fin des cookies de tracer correctement les performances liées aux campagnes. Donc en gros, tout ce qui va se passer après le clic, une mise dans le panier, une inscription, un achat, etc. Et puis en même temps, c'est l'impossibilité de véritablement savoir qui a apporté la performance, qui a contribué à la performance, ce qui est encore plus important, qui permettent notamment justement d'avoir une gestion fine des différents partenaires, des différents leviers. Vous supprimez les cookies tiers, vous supprimez toute cette partie-là. Donc vous voyez bien, effectivement, c'est quelque chose de véritablement important. C'est ce qu'on appelle chez nous, j'emploie le mot à dessein, c'est le Big Bang du marketing digital, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule annonce qui ait impacté autant votre activité, notre activité, que celle en fait de Google. Alors, la question qu'on se pose, c'est effectivement, on parle du cookie. Voilà, est-ce que vraiment le cookie tiers, c'était le mal absolu? Bon, moi, j'ai vraiment une conviction assez forte, c'est que le cookie est un dommage collatéral de ce qui peut se passer plus globalement, ou peut-être même une diversion de certains acteurs en fait sur le marché, puisqu'effectivement, le cookie tiers permet à l'open web de fonctionner lorsque vous êtes dans un univers logué, vous n'avez plus besoin de ce cookie tiers. L'open web, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'ensemble en fait des acteurs qui vont être hors GAFA, donc les sites marchands, les sites médias, les sites de marque, les sites communautaires, etc. Et l'univers logué, grosso modo, on va se retrouver dans l'univers des GAFA. Le cookie tiers sert énormément à l'open web, sert très peu à la partie en fait GAFA. Et aujourd'hui, j'ai tapé une petite requête fuite de données, vente de données, transfert de données personnelles, etc. hier sur Google. Voilà, vous avez toutes les semaines des problèmes de fuite, des problèmes de vente, des problèmes d'exploitation de données autour des GAFA, que ce soit chez Google, que ce soit chez Facebook, que ce soit chez Microsoft ou Apple, ou etc. Et donc aujourd'hui, pour moi, clairement, le problème du cookie, c'est un micro-problème par rapport justement à la gestion des données faites par les GAFA. On est sur des toutes petites variations, des tout petits impacts avec le cookie tiers, alors que l'énorme en fait, problème de données personnelles se situe vraiment sur ces univers logués, où le consommateur a une très faible connaissance de ce qui est fait de ces données et a une très faible possibilité de véritablement gérer comme bon lui semble en fait ces données. Voilà, donc aujourd'hui, pour être très clair, le problème de la donnée personnelle, c'est pas le cookie tiers, ce sont les GAFA. Il faut en être conscient. Et aujourd'hui, on peut clairement se dire que le cookie tiers, c'est un dommage collatéral. Voilà, que le vrai problème aujourd'hui, il se situe au niveau des GAFA, qui généralement sont les principaux partenaires. Mais il faut qu'on en soit vraiment conscient, parce qu'on parle beaucoup du cookie tiers, mais le problème, il n'est pas véritablement sur le cookie tiers. Et on l'a vu d'ailleurs sur le consentement où très peu
le demandent au final. Il y a eu une étude qui est sortie dans le journal du Net il y a Exactement. quelques jours, où au final, on se rend compte que les GAFA ne respectent absolument pas la partie consentement des utilisateurs. Ouais, en fait, ce qui est délicat, c'est que non seulement les consommateurs sont trompés sur la façon dont leurs données sont utilisées, Oui, et là, justement, aussi, c'est l'utilisation qui est faite de ces données-là. Là, on l'a vu avec Facebook. Facebook utilise les données liées, en fait, donc, aux consommateurs pour favoriser ses propres systèmes de vente, notamment de petites annonces. Et donc, pourquoi? Pour aller plus vite, plus fort que les sites de marque, que les sites e-commerce. Donc, le problème, c'est que non seulement les consommateurs sont floués dans la gestion qui est faite de leurs données personnelles, mais les GAFA, clairement, travaillent non pas pour vous, les annonceurs, pour nous, l'écosystème, mais travaillent pour eux. Donc, en gros, toute cette donnée qui est donnée, justement, aux GAFA, encore une fois, lorsque vous créez des communautés sur les GAFA, ce n'est pas votre donnée, vous êtes simplement locataire. Par contre, vous permettez justement aux GAFA d'avoir une donnée extrêmement intéressante qui permet de favoriser leurs services. Et leurs services sont généralement concurrents des vôtres. Donc ça, il faut en être véritablement conscient. Donc, une fois qu'on a parlé de cette annonce, le coup de semonce de vendredi dernier a été justement le report de la suppression du cookie tiers. Donc, on parle bien de report, on ne parle pas d'annulation, ça c'est un élément qui est véritablement important. Le cookie tiers va disparaître, simplement il y a un nouveau planning qui est mis en place, plutôt d'avoir justement donc en mars 2022 la suppression totale des cookies, Google nous offre un petit peu plus de temps. On aura donc 2021 et 2022 pour avoir plus d'informations justement sur la solution Privacy Sandbox, j'y reviendrai plus tard, qui est ce petit coffre-fort permettant de gérer les données personnelles des internautes. L'idée, c'est de faire des tests comme ceux qui ont été effectués il y a quelques semaines, donc fin 2022, avec une disparition progressive, étalée sur 3 mois, du cookie tiers à partir de mi-2023. Donc en gros, on gagne, pour faire simple, à peu près 18 mois. 18 mois, c'est à la fois beaucoup et très peu. Pourquoi en fait ce revirement? La vraie question, c'est personne n'attendait en fait ce revirement, même si on le sentait un petit peu. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons techniques. Clairement, nous, on participe en fait donc au GitHub, donc les échanges type blog en fait avec les équipes produits en fait de Google sur le nouveau système de Privacy Sandbox et le nouveau système de Flock. Clairement, Google n'était pas prêt. Aujourd'hui, on le voit bien, il y avait vraiment des flottements sur un certain nombre de choses, et lorsqu'on posait des questions très précises, les réponses l'étaient beaucoup moins. Donc, il y avait vraiment un problème de finalisation de la solution. Il y a un deuxième point qui est crucial, qui est des raisons juridiques. Les tests ont été bloqués en Europe à cause du RGPD, puisqu'effectivement, Google pensait pouvoir mettre en place cette notion de Privacy Sandbox sans repasser par une case de consentement, puisque du coup, les internautes acceptent les conditions générales d'utilisation en téléchargeant Chrome. Et effectivement, clairement, il y a une levée de bouclier. Aujourd'hui, il y aura une gestion des consentements, certainement. Et donc, c'est pour ça que les tests qui ont été effectués sur les flocks il y a quelques semaines n'ont pas pu être effectués justement en Europe parce que la Privacy Sandbox n'est pas compatible avec le RGPD. Et donc, Google ne peut pas se passer effectivement de l'Europe pour déployer sa solution. Et le dernier point, c'est clairement un problème d'adhésion de l'écosystème. Tout l'écosystème, que ce soit au niveau des marques, que ce soit au niveau des éditeurs, que ce soit au niveau de l'environnement AdTech, grosso modo, aujourd'hui, le travail de Google n'a jamais été fait dans une vision en fait d'équipe. Donc eux, ils portaient donc une vision en disant il faut changer le cookie, il faut changer la privacy, il faut changer la gestion des données personnelles. Néanmoins, effectivement, ça n'a pas été un travail d'équipe, et on le voit typiquement encore hier soir, quand l'équipe ne travaille pas ensemble, il y a un problème. Eh bien, et c'est exactement ce qui s'est passé là. Aujourd'hui, en fait, il y a une levée de bouclier. Microsoft, qui utilise Chromium, a dit non, moi, je ne veux pas la Privacy Sandbox. Brave, qui est un autre navigateur, a dit exactement la même chose. Amazon a dit ok, moi, je vais bloquer la Privacy Sandbox. WordPress, qui m'autorise à peu près 40% du web aussi à travers tous les sites, a dit la même chose. Et donc, Google avait un risque très fort de se retrouver à mettre en place une solution qui était bloquée de toutes parts. La vraie raison derrière, clairement, c'est que cette levée de bouclier, c'est pas pour embêter les équipes produits de Google, c'est que personne n'est dupe sur cette manœuvre. C'est ce que j'évoquais en fait tout
tout à l'heure, le cookie tiers qui est mis au pilori justement au nom de la gestion ultime des données personnelles. Très honnêtement, c'est du bullshit. En gros, ce que tout le monde voit aujourd'hui à travers en fait, cette solution-là, c'est que c'est une façon de privatiser la donnée personnelle. Donc, en gros, on aura 60% des gens dont la donnée personnelle va être dans un petit coffre-fort qui a été créé et piloté en fait par Google. Donc, ça laisse quand même quelques questions en suspens. On le verra tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, vous aurez beaucoup moins de visibilité sur la façon d'optimiser vos campagnes, sur les performances des campagnes. Donc, en fait, on se retrouve à penser que Google réduit encore plus fortement la visibilité des performances. Et on voit bien que depuis les dernières années, une bonne partie du travail de Google a été de réduire la performance au profit en fait, de ses propres campagnes. Favoriser ses propres solutions. Effectivement, lorsqu'on a une solution publicitaire qui concerne 60% des internautes et qu'on en est le créateur, forcément, on peut se dire que ça va pousser les annonceurs à utiliser en fait les solutions directement de Google et donc d'augmenter la dépendance à Google de toutes les parties prenantes, les annonceurs, les éditeurs et le monde AdTech. Donc, véritablement derrière, s'il y a une levée de bouclier comme ça, c'est que tout le monde aujourd'hui comprend bien que cette solution permet à Google de se renforcer encore en mettant plus de flou, en maîtrisant davantage encore la donnée personnelle et surtout les algorithmes qui permettent d'obtenir des résultats. Et effectivement, il y a une levée de bouclier qui est globale. Donc, on verra comment ça va se passer, mais Google ne peut pas passer en force sur cette partie-là. Aujourd'hui, en fait, vraiment, tout le monde en est conscient. Et il va falloir effectivement travailler davantage en équipe. Donc, c'est en ce sens-là, l'annonce du report, c'est plutôt une très bonne chose parce que ça va pousser Google à travailler davantage en équipe. Et on peut même dire que ce report, c'est un revers qui est assez important pour Google, puisque Google n'a pas réussi à imposer en fait sa solution, alors qu'en gros, c'était vraiment le dessein. On peut même parler de vision, enfin, finalement, par rapport à ce sujet, quoi. C'est plus qu'une solution. Ouais, c'est ça. Hein. Derrière en fait la solution technique, c'est vraiment la volonté en fait d'avoir une accroche encore plus importante sur le marché publicitaire. Mais c'est la même approche que Facebook peut avoir ou que Apple peut avoir. Lorsque Apple va minimiser par exemple la gestion des cookies tiers et en même temps travaille sur une solution publicitaire, voilà, personne n'est dupe. Il y a fort à parier qu'Apple propose aussi une solution publicitaire et comme du coup il n'y a plus du tout de données sur l'univers Safari, que sa solution soit la plus intéressante possible. Encore une fois, les GAFA ne travaillent pas pour vous, ne travaillent pas pour nous, les GAFA travaillent pour eux. Voilà, ça c'est un élément qui est essentiel, il faut vraiment l'avoir en tête et à partir du moment où on l'a en tête, on peut essayer de jouer avec eux parce que bien sûr on ne peut pas les contourner. Alors, une fois qu'on a parlé en fait de toutes ces annonces, c'est quel est l'impact pour vous? Comme je l'évoquais en fait tout à l'heure, le cookie tiers, c'est du ciblage, c'est la répétition, c'est le tracking, c'est la trick contrib. Il y a d'autres choses, mais ça, c'est vraiment les éléments les plus importants. Aujourd'hui, à date, lorsqu'on était par exemple jeudi dernier, on avait effectivement une solution de ciblage, on va y revenir tout à l'heure justement, les flocs notamment proposés par Google qui étaient déjà en cours, mais effectivement on n'avait aucune visibilité sur la façon de gérer la répétition avec le nouveau système, la façon de traquer les performances et la façon de gérer l'attribution-contribution. Donc quand vous regardez effectivement ces 4 piliers, vous dites qu'il y en a un qui est en cours, qui n'est pas finalisé et vous en avez 3 sur lesquels vous n'avez pas du tout de visibilité, vous dites oui, il y a quand même un problème. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle nos amis de Google ont dû reporter en fait ce lancement. Sur le ciblage spécifiquement, donc il y a 3 types de ciblage aujourd'hui. Hein. Il y a le one-to-one, le one-to-few et le one-to-many. Le one-to-one, c'était vraiment l'utilisation des données personnelles avec une volonté de créer la publicité la plus fine possible. La plus fine possible, c'est-à-dire une publicité qui est réellement individualisée. Ça, c'était sur la base des cookies, donc ça disparaît. Le one-to-many, c'est 2 solutions, c'est soit le media planning, soit l'audience planning. Le media planning, c'est l'utilisation justement des contextes, des catégories du site, de la sémantique pour faire une approche en fait justement contextuelle. Où sont les internautes, sur quelle page ils sont, sur quelle rubrique ils sont, l'article traite de quel sujet, etc. Donc je vais prendre un sujet et puis effectivement je vais chercher des sites, des pages, des catégories, des contenus qui sont adaptés justement à ça. Donc on va dire globalement, il y a toute une catégorie qu'on peut appeler le media planning qui va englober toutes ces solutions-là. Vous avez ensuite l'audience planning, où là, c'est plutôt effectivement la gestion
de segments. Et donc aujourd'hui, ça fonctionnera aussi tout à fait. Vous pourrez complètement aller sur le Figaro ou Libération, acheter des segments, hommes, femmes, SP+, urbain, etc., qui vont vous permettre effectivement de créer des campagnes segmentées. Ça sera toujours possible. Ce qu'introduit Google avec la notion de flock, on y reviendra tout à l'heure, derrière le mot flock, le C, c'est cohorte, donc ce sont des petits groupes, c'est cette notion de one-to-few. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, derrière la mise en œuvre qui est un petit peu litigieuse, mais la vision derrière est de dire je supprime la gestion individuelle pour ne plus avoir de problème justement de données personnelles et je crée des groupes. Donc je rassemble en fait des gens dans les petits groupes, je ne sais plus qui est qui. Je sais par contre effectivement que ce groupe-là, il a un intérêt pour telle marque, telle catégorie de produits, etc., etc. Et donc ça, c'est le one-to-few. Et on va y revenir justement spécifiquement aujourd'hui avec les flocks. Ça, c'est une vision que à titre perso et chez Android, on trouve ça assez intéressant parce qu'effectivement, ça enlève les contraintes de la donnée personnelle individuelle, mais en même temps, ça permet justement un ciblage qui est relativement fin sur les petits groupes de personnes qui vont se rassembler. Et donc là, Google propose deux alternatives. Les cohortes, donc en gros, c'est la création de petits groupes. Et puis derrière, des initiatives, donc on y reviendra moins aujourd'hui, c'est Sparrow et TotalDove, qui permettent justement le retargeting. Voilà. Donc ça, c'est fait avec nos amis de Criteo. Donc en gros, il y aura deux types d'approches. Une qui est plutôt sur du ciblage sur les centres d'intérêt et une approche qui est plutôt effectivement spécifique au retargeting. Donc ça, cette vision de one-to-few, clairement, c'est quelque chose d'intéressant. Les sources de qualification, ça c'est un élément qui est clé aussi. La data first party, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la possibilité pour les éditeurs de traquer leur audience, de créer des segments, etc. Ça, vous pourrez toujours en fait l'exploiter en tant qu'annonceur. Par contre, effectivement, comme il n'y aura plus de passerelle entre les différents médias, ça va vous imposer effectivement d'avoir une relation plus forte média par média. Donc, c'est ce qu'on peut parler de retour du gré à gré et puis des volumes limités. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un site média versus en avoir 10, bah forcément, vous avez moins de volume. Pour pallier à ça, il y a la création des ID universels. Donc là, l'idée, effectivement, c'est à travers différentes approches, probabilistes et déterministes. Grosso modo, c'est des approches qui vont permettre de prendre l'email et puis effectivement de traquer la personne sur des différents univers. Ça va permettre effectivement d'avoir un suivi individuel de la donnée sur différents sites. La limite de ça, c'est qu'effectivement, tout le monde s'accorde à dire que ça ne représentera pas plus de 10 à 25% des inventaires en centralisé, puisqu'effectivement, il faut que ça soit une approche complètement universelle, une approche utilisée par tout le monde, et ce qui n'est pas tout à fait le cas clairement aujourd'hui. Il y a deux initiatives, Unified ID 2.0, qui est une approche basée sur The Trade Desk aux États-Unis, donc qui regroupe un certain nombre d'acteurs, et ça reste 20-25% des audiences. Et puis après, il y a plein de startups effectivement qui vont proposer des systèmes, mais du coup, il va falloir agréger site par site. Donc ça, c'est un vrai souci. Et la troisième source de qualification des données, c'est les comptes logués. Donc là, on a deux types d'acteurs. On a donc notamment la presse qui travaille sur un SSO commun. Un SSO commun, c'est quoi? C'est la possibilité, à travers une solution, de pouvoir se loguer autant sur l'équipe que l'IB, que le Nouvel Ops, etc. Donc c'est plutôt assez pratique. Le seul problème de ça, c'est qu'on sait aujourd'hui que les consommateurs, et moi le premier, on ne se logue pas sur le site média. Et le vrai univers logué, c'est l'univers des GAFA, parce que là, par contre, vous êtes logué, que ce soit sur Gmail ou sur Facebook ou sur Amazon, vous êtes 100% logué. Alban, juste, on a deux questions. Il y en a une première de Damien qui est intéressante, mais comme on va y revenir après sur la taille des cohortes et des flocks, je propose qu'on passe cette question parce qu'on va justement en parler sur un focus très très précis et détaillé sur les flocks et tout ce qu'on a pu tester par rapport à ça. Il y a Jessica qui nous demande est-ce qu'il ne sera donc plus possible de faire des campagnes d'affiliation? Alors, la problème d'affiliation, l'affiliation, il y a deux choses. Il y a effectivement cette notion de ciblage. Donc, vous pourrez tout à fait cibler, par exemple, un affilié qui va être dédié au jardin ou dédié à la high-tech, etc. Donc ça, vous pourrez toujours le faire. L'affiliation, c'est quoi? C'est je répertorie un certain nombre de partenaires, qui sont généralement des sites, on va dire de moyenne importance, mais qui sont très thématiques et qui vont permettre effectivement d'avoir une audience vraiment spécifique, intéressante pour un annonceur. Donc ça, vous pourrez bien sûr utiliser cette donnée. Typiquement, c'est la donnée first party pour pouvoir faire ces campagnes. Le vrai problème, c'est le tracking.
Et donc nous, chez Envoice, en fait, on est au sein du CPA. Le CPA, c'est le syndicat des acteurs en fait, de la performance et notamment de l'affiliation. Et le vrai problème aujourd'hui qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de solution pour avoir un tracking parfait de toutes les performances qui vont être générées par l'affiliation. Et donc, clairement, oui, ça, c'est un vrai sujet. Donc là, je ne veux pas spoiler. Il y a un certain nombre de choses qui sont en cours au sein du CPA, justement, pour aller plus loin, pour demander auprès de la CNIL, notamment parce qu'il y a cette notion de consentement. Hein, il n'y a pas que Google. Aujourd'hui, si vous ne donnez pas votre consentement, vous ne permettez pas d'avoir en fait un tracking justement de la performance liée à l'affiliation. C'est pas que Google. C'est dès que vous avez en fait moins de cookies, vous avez moins de performance. Donc oui, je confirme sur l'affiliation, il y a un vrai sujet et le CPA, typiquement le principal syndicat, est vraiment justement aux avant-postes pour faire en sorte qu'on puisse avoir un tracking dédié à l'affiliation. Parfait. Alors, le risque du retour au one-to-many, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le digital. Et quand j'ai commencé tout jeune, j'avais plein de cheveux encore, on faisait ça. On faisait du one-to-many. Donc, en gros, lorsque je vois les solutions de dire, tiens, vous allez acheter des audiences, vous allez acheter des pages, vous allez acheter des rubriques, etc. Je travaillais chez eBazaar, donc qui est l'ancêtre d'eBay. Honnêtement, j'ai l'impression de revivre ce que je faisais il y a 20 ans. Donc là, je me dis, on a quand même un vrai problème. Et à l'époque, je gérais quelques millions d'euros. Je savais très bien, effectivement, que lorsqu'on était sur des audiences versus en fait, du tracking individuel, on a moins de performance, il y a moins de volume, et clairement, ça impacte en fait ça va impacter en fait votre business. L'autre approche qui est l'univers des univers logués, là, c'est un vrai problème aussi parce qu'effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, lorsque vous êtes sur un site média, vous ne vous loguez pas. Donc, en gros, on va être sur des volumes en fait, relativement faibles. Et si en fait, c'est un retour encore plus en puissance en fait, des GAFA, vous allez tous vous retrouver dans la même situation. L'univers des GAFA, il est toujours identique. Il n'y a pas de croissance liée en fait, aux requêtes. Vous allez tous vous retrouver davantage sur les mêmes requêtes, hausse des CPC, performance et ROI en baisse, et à la fin, vous aurez encore plus de dépendance vis-à-vis des GAFA. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une solution de se dire je ferai plus de Facebook, je ferai plus de Google. Là, vous devez le constater chacun depuis quelques semaines, il y a une hausse en fait des CPC assez forte, et c'est un véritable problème. Et si c'était accentué, ça sera encore là davantage. Donc justement, c'est vrai qu'au départ, en fait, cette conférence était liée à une étude qu'on avait voulu proposer aux responsables marketing. L'idée en fait de cette étude, c'était de créer une sorte d'électrochoc en fait dans l'écosystème, puisque nous étions en réalité au départ à 10 mois de la fin des cookies tiers. Donc on avait voulu en fait mettre en place cette étude pour justement montrer un petit peu quel pourrait être cet impact des cookies tiers pour les annonceurs notamment, à travers donc quelques questions que je souhaitais quand même vous restituer parce que ça nous donnait quand même quelques enseignements très intéressants. La bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est ce que effectivement Alban évoquait aussi tout à l'heure, c'est que ce report ne veut pas dire abandon. Donc les cookies vont bien disparaître à un moment donné, et donc en tant que responsable marketing, il est nécessaire et important de se préparer correctement à ce Big Bang. Vous avez vu tous les impacts que ça peut avoir. Ce report du coup devient une vraie opportunité et il faut pas l'abandonner. C'est-à-dire que 18 mois, c'est certes, vous pourriez vous dire, c'est très long, mais en même temps, c'est très court par rapport en fait à tous les enjeux que cela comporte et toutes les incertitudes qu'il y a encore sur ce sujet-là. Dans l'étude qu'on a menée, il y a à peu près 200 personnes qui ont répondu. Donc ça, c'était plutôt très intéressant. L'objectif était vraiment de déterminer leur degré de compréhension et votre degré aussi de compréhension des enjeux donc liés à la suppression des cookies tiers. Et quand on regarde un petit peu la représentation en fait des personnes qui ont répondu, on était très centré effectivement sur la fonction marketing. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'était vraiment notre volonté, avec des directeurs marketing qui représentent 45% des personnes qui ont répondu, avec aussi beaucoup de responsables e-commerce, mais également des directions générales. On voit aussi que les tailles d'entreprise étaient plutôt autour des PME, mais on a aussi des ETI et des grands groupes qui ont répondu, ce qui correspond un petit peu à la représentativité des entreprises en France, et également dans des secteurs globalement qui ont été plus ou moins tous bien représentés, avec notamment banque assurance qui était celui qui a été le plus représenté dans cette étude, mais il y a évidemment tous les autres secteurs qui sont présents. Donc, comme je le disais, initialement, c'était programmé pour mars 2022. Et petit spoiler,
personne n'était vraiment prêt. On l'a vu, Google n'était pas prêt. Le marché de la publicité n'était pas vraiment prêt. Mais les annonceurs non plus. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça nous montrait qu'il y avait un vrai enjeu à 10 mois en fait de cette échéance. Si on rentre un petit peu dans le détail, alors je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais je vais reprendre les 5-6 principaux. Et puis après, on fera bien sûr, comme on l'évoquait, un focus très précis sur les flocks notamment. Aujourd'hui, on se rend compte que 51% donc, des répondants ont affirmé que globalement, il y avait une maîtrise, une compréhension des enjeux. Donc ça, c'est très bien, c'est très intéressant. Ça montre qu'il y a eu quand même une conscience qui était liée en fait à cet enjeu. Globalement, on se rend compte aussi quand on rentrait dans le détail que tout le monde avait une bonne connaissance des impacts qu'on a notamment évoqués sur le ciblage, la gestion de la répétition, etc. Donc ça, très intéressant, le sujet compris. Par contre, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand on regarde l'étude, il y avait un vrai manque d'informations. C'est vrai que nous, on a l'avantage d'être dans cet écosystème, de vivre au quotidien et H24 autour de la publicité, d'être en relation avec tous les acteurs et donc d'avoir des échanges privilégiés aussi, ce qui nous permet d'être assez informés de ce qui se passe. Globalement, on voit que les responsables marketing qui ont répondu étaient réellement en manque d'informations. Beaucoup de médias spécialisés évoquent ce sujet-là depuis de longs mois, mais ça reste plus ou moins en surface. Les GAFA ont à raison, eux, très peu évoqué ce sujet, et on l'a évoqué puisque ça les arrange au moins. Et puis, on avait lancé en début d'année donc un premier livre blanc sur le sujet qui a été énormément téléchargé chez nous. Et donc, évidemment, on commençait effectivement déjà à en parler, à rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais c'est vrai que globalement, ce qu'on nous dit, c'est manque d'informations. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, à la fois de notre côté, mais aussi de la part des médias spécialisés pour vous informer un peu plus et vous donner plus d'informations donc sur l'impact que ça va avoir et les enjeux et également les solutions qui s'offrent à vous. Et donc, le chiffre clé de cette étude démontre que voilà, 60% ont affirmé ne pas être prêts à affronter la fin des cookies tiers et pire, 30% se déclaraient donc peu à l'aise, voire très anxieux pour la suite des événements. Donc, très très gros enjeux et beaucoup de craintes par rapport à tout ça. Enseignement 4 aussi, et ça, ça a été évoqué notamment hier dans l'article de Petit Web, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir, qui a dévoilé en exclusivité du coup les résultats. Le profit de cet impact va au search, au social et donc à destination des GAFA. Donc ça, évidemment, c'est un point important. Le budget, la répartition budgétaire, globalement, aurait été modifiée. Par contre, le montant, lui, n'aurait pas forcément été modifié. C'est-à-dire qu'on serait resté sur des montants équivalents, mais donc au profit des GAFA. Évidemment, c'est beaucoup plus simple. C'est quelque chose que vous maîtrisez. C'est quelque chose qui est facile, entre guillemets, à mettre en place. Et donc, pour le coup, peu de changements pour vous. Donc, évidemment, le choix de la facilité d'aller vers ces GAFA, malgré tous les enjeux et tous les problématiques que ça peut engendrer. Avant-dernier enseignement, le besoin de tester aussi, une vraie volonté de la part des personnes qui nous ont répondu de vouloir tester des choses, des nouvelles formes de ciblage. On voit que le ciblage sémantique est celui qui était le plus attendu et le plus représenté dans les réponses. Mais juste derrière vient effectivement les flocks de Google, puis le contextuel, le data first party editor, l'ID universel, l'identification commune à différents sites médias, avec plusieurs projets en cours autour de ça, et enfin le retail média. Donc, on voit bien qu'il y avait une vraie volonté aussi de la part des responsables marketing de tester différentes formes de ciblage. Et plus spécifiquement, sur le flock, ça c'est très intéressant, c'est que 87% des personnes qui nous ont répondu ont la volonté de tester ce ciblage dès qu'il est disponible. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a énormément parlé, puisque c'est quelque chose sur lequel nous, on s'est énormément intéressé. Et c'est ce qu'on voulait aussi, du coup, vous dévoiler dans cette conférence, à travers, du coup, un focus beaucoup plus précis, justement, sur les flocks, puisque c'est une vraie attente des responsables marketing. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses, mais qui sont très vagues et qui sont pas forcément rentrées dans le détail pour le moment. Nous, on a cette chance-là, et c'est pour ça qu'on voulait absolument vous délivrer ça. Et du coup, je redonne la parole à Alban pour qu'il nous explique concrètement qu'est-ce que les flocks et comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter à vous, annonceurs.
Voilà, donc ça, c'est un point, je pense, qui va vous intéresser, parce qu'on parle beaucoup des flocs, mais personne ne sait exactement ce qu'il y a derrière. L'idée sur le dernier quart d'heure, c'est d'ouvrir le capot, de vous montrer en gros exactement ce que l'on perçoit autour des flocs. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, justement, hein, ça permettra d'être plus précis. Et vous allez voir, on a vraiment ouvert le capot pour vous montrer à quoi ressemble en fait ce nouveau système proposé donc, par Google. Le point clé, hein, lorsqu'on parle de floc, lorsqu'on parle de système de ciblage, c'est la privacy sandbox. C'est-à-dire qu'à la base, avant de parler de ciblage, etc., que ce soit du reciblage ou du ciblage tout court, c'est la notion de privacy sandbox. Donc, privacy sandbox, c'est quoi? C'est une suite d'API normalement ouvertes, proposées par Google, qui vise donc à remplacer le cookie tiers en mettant les données donc, de l'individu dans son navigateur. Vous imaginez votre navigateur, vous avez en haut un petit coffre-fort et tout ce que vous allez faire va remonter en fait dans ce petit coffre-fort. L'idée est de dire que vous n'apparaissez plus en tant qu'individu unique, mais vous êtes rassemblé avec d'autres personnes qui ont des comportements similaires au sein en fait d'un petit groupe. Et ça, on va revenir après, c'est juste le floc. Et donc, le point clé à la base de ça, c'est cette notion de privacy sandbox, donc de petit coffre-fort permettant en fait d'avoir des données. Ce qui est intéressant derrière ça, encore une fois, c'est l'absence de données individuelles. Donc, dans le coffre, il y a toutes vos données individuelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même 2-3 sujets sur qui gère ce coffre-là, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de craintes. Si c'est un coffre-fort qui est dont la combinaison est connue seulement par Google, voilà, on peut imaginer effectivement toutes les craintes du marché, mais dans la vision, c'est quelque chose d'intéressant de dire effectivement, j'ai mon petit coffre-fort ensuite, il est au sein d'une banque, dans le même quartier, et donc plus personne ne sait ce qu'il y a dans le coffre-fort. L'idée ensuite, c'était que ces API-là donc soient disponibles vis-à-vis en fait de l'environnement. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une approche environnement et pas simplement une approche Google versus le reste du monde. Parce que si ça doit devenir en fait un point central, il faut que ce soit un point central pour l'ensemble des gens. Et donc là, Google évoque 2 solutions de ciblage qui utilisent justement ces données. C'est cette partie floc, et on y revient juste après, les petits groupes. Et puis effectivement, il y a une notion de reciblage, Turtle qui permet effectivement de faire du reciblage dans des conditions qui sont à la fois proches et très différentes de ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui. Donc, on n'aura pas de focus sur cette partie Turtle. L'idée, c'est plutôt d'évoquer en fait la partie floc. Les flocs, c'est quoi? Les flocs, ce sont des petits groupes donc, qui permettent de rassembler des gens ayant un historique de navigation similaire. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google va utiliser en fait les domaines utilisés, non pas des pages ou des sous-domaines, mais les domaines utilisés, et va regarder qui sont les gens qui peuvent avoir une similitude dans les, a priori, 10 domaines qui sont les plus importants pour un groupe. Donc, sur la base de ces 10 domaines, ils vont pouvoir constituer en fait un petit groupe de personnes. Donc, a priori, ça serait 2000 personnes minimum et certainement jusqu'à plusieurs milliers, 8, 9, peut-être 10 000 au maximum. Et donc, on aurait des petits groupes comme ça, de quelques milliers de personnes, qui auraient donc un intérêt commun, des centres d'intérêt commun, une navigation commune. Et donc ça permettrait effectivement de se dire, je ne touche plus une personne, mais je touche un groupe de personnes ayant un intérêt commun. Donc sur la vision, c'est assez intéressant. Google a annoncé un peu plus de 33 000 cohortes, donc 33 000 petits groupes. Donc vous imaginez le monde divisé en 33 000 petits groupes. Une personne sera dans un floc, donc vous ne pourrez pas être dans plusieurs flocs. Pour autant, vous pourrez changer très régulièrement en fait de floc. C'est-à-dire que vous pouvez être lundi sur le floc X et le samedi sur le floc Y, parce que votre navigation a évolué sur une période qui est a priori 7 à 10 jours en fait coulissant. Il y a eu des tests donc, qui ont été effectués là, sur les dernières semaines, en dehors de l'Europe, puisqu'effectivement, pour des raisons de RGPD, ces tests n'ont pas pu être menés en Europe. Google avait annoncé des tests sur 0,5% de l'audience. Grosso modo, c'est je prends 0,5% de l'audience et je les mets, tous ces individus, dans des petits groupes. A priori, c'est plutôt 0,05% sur ce qu'on sait. Mais l'idée, effectivement, c'était à travers
ce test-là qui vient de se terminer, de voir comment les flocs pouvaient se constituer et comment en fait on pouvait en tirer justement des enseignements. Ça, ce sont les caractéristiques principales d'un floc. Un floc, c'est quoi? Ça, c'est un élément clé. Les flocs, c'est ce que vous avez là sur la slide. C'est une suite de caractères alphanumériques. Donc, en gros, on ne vous dit pas, donc même pour un annonceur ou pour une agence ou pour une adtech comme nous, voilà, le floc 44, ce sont des amateurs de pêche. Le floc 65, ce sont des amateurs de ping-pong. 67, c'est de la mode. On vous dira simplement, cette personne est dans le floc 8WZV underscore Q, etc. Vous aurez 33 000 codes suites comme ça à caractère alphanumérique. Donc vous imaginez effectivement que vous vous retrouvez d'un seul coup, vous avez une audience et vous avez 33 000 suites comme ça, et c'est à vous effectivement de pouvoir décrypter qui sont les gens, quels sont les centres d'intérêt, etc., etc. Donc là, d'un seul coup, ça rend beaucoup plus complexe le marketing digital une fois qu'on a ça en tête. Ce que l'on mène depuis quelques semaines, c'est la réception et l'analyse des flocs à travers le bitstream de Google. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu des tests en fait faits en dehors de l'Europe, donc qui catégorisaient l'audience avec des flocs. Et en fait, donc ça c'est un test en fait plutôt produit. Et en parallèle de ça, vous avez la possibilité en fait à travers l'analyse du bitstream de Google AdSense de récupérer en fait des personnes et leurs flocs. Donc en fait, ce qu'on fait depuis des semaines, c'est qu'on reconstitue un pool en fait de personnes avec des flocs et on essaye de comprendre en gros comment ça fonctionne. 33 000 cohortes annoncées côté Google produits. On a, nous, constaté qu'il y avait plus de 110 000 cohortes identifiées rien qu'en France. Donc, en gros, on a 110 000 petits groupes de personnes qu'on a pu identifier à travers l'analyse du bitstream. On a bien vu effectivement qu'a priori, ce serait 1000, 2000, a priori 2000 personnes en fait minimum pour chaque groupe. Un groupe par personne, effectivement. Ça, on valide, on a retrouvé personne dans plusieurs groupes et on a plutôt vu que c'était a priori une analyse des 5 domaines versus les 10. Alors, c'est certainement des choses qui vont évoluer aussi. Mais grosso modo, ce que l'on voit, c'est un système de cohorte qui est assez similaire à ce que celui de Google est en train de tester, mais effectivement avec plus de volume. Du coup, juste derrière. Une petite question de Damien qui est assez intéressante, mais je pense qu'il rejoint un peu ce que tu as dit. Une personne pourra-t-elle faire partie du floc A la semaine et du floc B le week-end pour tenir compte du changement de comportement pro-perso? C'est ce que tu disais. En fait, on peut pas être dans le même floc le même jour, mais par contre, on peut changer de floc. Alors, et donc, évidemment, son comportement va jouer là-dessus. C'est exactement ça. Donc, en fait, il y a un système, il y a plusieurs informations. C'est une personne égale un floc. 2, c'est une analyse de N domaines qui vont être les plus forts. Donc, a priori, c'est une dizaine. Nous, ce qu'on a analysé, c'est plutôt ça, mais on va dire effectivement que ça va être autour de la dizaine en fait, de domaines. Et le dernier point, c'est la période. Donc, en gros, c'est-à-dire que vous aurez une analyse sur, a priori, les 7-10 jours. Là, on a des choses un petit peu différentes. Les 7 à 10 derniers jours. Donc, en gros, Google va regarder ce que vous faites sur les 7 à derniers 10 jours coulissants. Et en fonction de votre comportement, vous pourrez évoluer d'un floc à un autre. Donc, ce qui veut dire effectivement que vous êtes le lundi, vous cherchez un week-end parce qu'il fait beau, donc vous êtes beaucoup sur les sites de voyage, sur je sais pas, la Côte Basque, etc. Et ben là, vous êtes catégorisé, si vous le faites depuis 7 à 10 jours, dans un floc de gens qui cherchent plutôt des informations sur des week-ends dans le Pays Basque. Et une fois que vous avez acheté votre week-end, là, vous regardez, je sais pas, par exemple, les planches de surf, parce que vous êtes un passionné de surf et vous dites, bah tiens, il sera temps que je m'y remette. Donc, le mardi, vous commencez en fait à changer votre comportement. Donc là, il y a toujours cette zone de 7 à 10 jours coulissant qui permet, si à la fin, vous avez plutôt des domaines liés en fait au surf que au voyage, qui vous permettent effectivement d'évoluer vers un autre floc, plutôt les gens qui sont en train de rechercher en fait des produits pour le surf. Donc, et encore une fois, nom de domaine et période coulissante. Et Rémi nous demande du coup, et je pense que en fait on va apporter la réponse juste après, c'est comment va se passer le ciblage d'une campagne via le système Flock si nous avons uniquement accès aux identifiants sans connaître le profil du groupe. Donc ça évidemment, c'est ce que tu vas évoquer juste après. Et c'est ça, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous a mis, c'est on a analysé en fait un certain nombre de sites et on a essayé d'identifier le volume de Flock sur ces sites-là. Cdiscount aujourd'hui est constitué, à travers l'analyse qu'on a pu faire, de plus de 8000 flocs.
Le Bon Coin, c'est plus de 13 000 flocs. eBay, c'est près de 3 000. Et le Figaro, c'est plus de 21 000 flocs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là où vous avez une audience, par exemple, je ne sais pas, le Figaro, lorsque vous achetiez en fait une audience, voilà, c'est CSP+, urbain, etc., là, vous retrouvez, en fait, vous avez 21 290 petits groupes. Et la question, c'est qui sont ces 21 290 groupes? Qui sont les gens dans ces groupes-là? Quels sont les centres d'intérêt qui les réunissent? Et surtout, sur ces 21 290 groupes, vous avez des groupes qui sont très intéressants, d'autres qui sont beaucoup moins intéressants pour certaines marques. Donc, le vrai défi, c'est de vous retrouver face à ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le travail humain de gestion des flocs, c'est impossible. Voilà. Lorsque vous avez en fait un système avec des segments, vous avez une dizaine, une trentaine, voilà, on sait tous que c'est le socio-démo, grosso modo, qui fonctionne très bien sur la segmentation. Ça, c'est fini. Donc, vous pourrez toujours le faire, encore une fois, dans une vision first party, donc il n'y a pas de souci. Figaro pourra toujours proposer des segments homme-femme, etc. Mais si derrière, en fait, vous voulez avoir une analyse floc, vous vous retrouvez face à des milliers et des milliers de flocs. Ce qui veut dire que vous, votre propre audience, en tant que marque, en tant que site e-commerce, etc., vous allez vous retrouver à avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers, potentiellement plusieurs dizaines de milliers de flocs constituant votre audience. Et encore une fois, un floc égale cette petite suite alphanumérique. Donc la vraie question, c'est, OK, mais je sais que j'ai peut-être 3000 flocs qui constituent mon audience, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est le vrai enjeu est justement sur cette partie-là. Et donc, voilà ce que vous pourrez faire. Il y a différentes en fait, couches qui vont demander de plus en plus de data science, de plus en plus d'algo pour permettre en fait, de mieux comprendre ce qui se passe derrière. La première étape, c'est que vous pourrez compter. Donc, typiquement, ce qu'on fait là, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez compter le nombre de flocs, le nombre d'appels par floc. Je sais que ce floc-là, il consulte X pages ou dans la durée, il fait X heures au total. Je sais que cette page-là, j'aurai tel ou tel floc. Cette catégorie de produits, j'aurai tel ou tel floc. Ce produit-là, vous aurez tel ou tel floc. Ça, c'est des choses qu'on peut déjà faire. Aujourd'hui, on pourrait très bien analyser votre donnée et vous faire une cartographie sur, voilà par catégorie, par produit, par zone, etc. Voilà les flocs en fait, que l'on a. Ça demande assez peu d'algo. Par contre, effectivement, voilà, ça demande quelques outils, mais ça, c'est des choses que nous, on est déjà opérationnellement prêts à faire. Le deuxième point, c'est effectivement ça, c'est scorer. Quels sont, par exemple, si j'ai je sais pas, 300 flocs qui vont sur ma rubrique, je sais pas, on va dire univers de jardin. Voilà, qui sont les gens derrière? Qu'est-ce que je peux en faire? Et ben donc là, ça va demander effectivement un petit peu plus d'analyse, un petit peu plus d'algo. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. C'est quels sont les centres d'intérêt derrière en fait ces flocs. L'idée, c'est de retrouver des personas. Pour la faire simple, aujourd'hui, lorsque vous avez des segments, c'est très, très fermé. En fait, on sera plutôt sur une logique de persona sur les flocs, des groupes de personnes ayant des intérêts communs, donc avec plus de dimensions. Voilà, vous pourrez avoir plus de centres d'intérêt, pas simplement qu'un. Et donc, effectivement, cette analyse-là, déjà va demander un certain nombre d'algorithmes, et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille déjà. Le troisième point, c'est la partie activation. Donc, en gros, j'ai ces flocs. Je sais qu'en gros, il y a des flocs qui sont intéressés par tel ou tel produit. Je sais que ces flocs-là ont tel ou tel centre d'intérêt. La vraie question, c'est comment je fais pour les retrouver en fait à l'extérieur? Comment je fais pour m'assurer effectivement qu'il y a derrière du volume parce qu'effectivement, dans un floc que j'ai repéré qui est intéressant pour moi, je vais avoir des gens qui ont déjà vu mon site, mais j'aurai des gens qui ne l'auront pas vu. Et potentiellement, je serai limité aux 500 ou 1000 ou 2000 flocs que j'ai pu identifier. Et donc là, le vrai enjeu, c'est l'extension. OK, j'ai identifié une dizaine de flocs intéressants. Je sais à peu près qui sont ces gens-là. Je peux les retrouver à l'extérieur. Mais derrière, ce n'est pas un volume suffisant. Donc, le point clé, ça va être de retrouver des flocs qui vont être liés au premier pour dire, je n'ai plus une base de 10 ou de 100 flocs à aller toucher, mais j'ai une base d'1 millier de flocs. Et par exemple, pour comprendre qui sont les 900 flocs autres que les 100 de base, là, il faudra énormément en fait, d'algo. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette logique en fait, de flocs, elle est ultra intéressante parce qu'elle divise en petits groupes cohérents, en petits groupes ayant un même type de comportement. Donc, ce ciblage en fait one to few, c'est hyper, moi je trouve, à titre intellectuel, c'est hyper intéressant. Et en termes de ciblage, on sera bien plus puissant qu'un ciblage one-to-many, j'achète une rubrique, j'achète un segment, etc. Néanmoins, ça va demander beaucoup plus d'algorithmes, beaucoup plus d'efforts en data science
Et donc là, effectivement, il faudra travailler soit avec des tiers, soit constituer en fait une équipe en interne. Et donc, nous, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Voilà. En gros, l'idée, c'est on est en train de décrypter pour faire la totalité en fait de ces actions-là et pour pouvoir proposer justement une offre, on va y revenir tout à l'heure, une offre sur les flocs, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'hyper intéressant, mais très compliqué. Alors, ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'est, je vous donne des exemples très concrets d'analyse. Donc, encore une fois, hein, on est sur des échantillons qui sont encore des échantillons assez faibles. Hein. On reçoit, pour vous donner un indicateur, on reçoit à peu près 1 million de flocs de flocs par jour. Donc, une trentaine en fait de millions par mois. Alors qu'on reçoit à peu près, on reçoit plus de 100 milliards de bid requests, pour vous donner un ordre d'idée, par mois. On reçoit 100 milliards et aujourd'hui, on a 30 millions de flocs. Donc, on va dire que ce n'est pas encore représentatif de la puissance de ce qu'on peut avoir. Par contre, c'est représentatif en termes de volume de la façon dont on peut les utiliser. On a pris l'exemple du foot. On a 110 000 flocs en France. Sur ces 110 000 flocs, on a pu analyser effectivement qu'on avait 8% des flocs qui ont un intérêt pour le foot. Donc, un intérêt pour le foot, ce sont des gens qui vont être engagés sur des univers liés en fait au foot, que ce soit dans un souci d'information ou un souci en fait d'équipement. Donc on a 8% des 110 000, ce qui fait 9 000 flocs. Donc en gros, si par exemple, je ne sais pas si les gens de Nike sont ici, les gens de Nike se disent tiens, je veux toucher en fait les flocs des gens qui ont un lien avec le football. Aujourd'hui, c'est 9 000 en France. Ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on s'est dit ok, on va essayer de scorer l'intention, parce qu'en gros, il y a 9 000 flocs qui ont un intérêt pour le foot, mais il y a des flocs qui vont avoir un intérêt très fort, d'autres moins fort. L'intérêt minimum, c'est 0,52%. Donc l'intérêt, il est mineur. Et donc là, vous avez mis le nom du floc. Donc le floc qui a 0,52% d'intérêt pour le foot et qui fait partie des 9 000 flocs, c'est le floc EV4W. L'intérêt moyen de ces 9 000 flocs pour le football, c'est 18%. Donc on a essayé de se dire, de 0 à 100, 100 c'est très intéressé, 0 c'est peu intéressé. Voilà, on vous a fait un système assez simple, mais en moyenne c'est 18%. Et l'intérêt maximum c'est 86%. Et on vous a mis le nom du floc. Donc en gros, si vous voulez être sûr de toucher des gens ultra intéressés par le foot, il faut viser le floc ZZY6JW. Donc le travail de demain, ça va être ça. C'est se dire, avec des systèmes, je dois pouvoir trouver les flocs qui ont un intérêt en fait pour ma marque, qui ont un intérêt pour mes produits, qui ont un intérêt pour le sujet, qui ont un intérêt pour la catégorie de produits. Et donc ça, il faudra le faire sur un sujet, mais du coup derrière, vous allez devoir combiner. Donc là, on vous a fait d'autres petits tests. On s'est dit voilà, on va chercher les gens. Donc là, chaque petite croix, c'est un floc, d'accord ? On s'est dit, tiens, on va combiner les gens qui aiment le foot et qui sont aussi des fans. Donc, en gros, les fans de foot féminins. Donc, en fait, vous avez un système avec une matrice. Donc, en gros, là, on a pris vraiment les gens qui vont sur des sites féminins, les gens qui ne vont pas sur les sites, justement, médias féminins, qui aiment le foot, qui n'aiment pas le foot. Bon, vous voyez effectivement au centre, vous avez vraiment le nuage de flocs au centre. Vous avez effectivement en haut les gens qui aiment le foot. Vous avez à droite les gens qui sont plutôt sur les médias féminins. Et vous avez en fait la croisée des chemins en haut à gauche. Et donc aujourd'hui, si vous voulez viser des femmes fans de foot, il faut viser, donc là vous avez mis quelques numéros de flocs, il faut viser en fait ces flocs-là. On a pris un autre exemple. Une question, Alban, justement, parce que c'est intéressant par rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'il y a Lyon Dubonnet qui nous pose la question, est-ce que l'ID d'un floc est dynamique? Parce que sinon, ne pensez-vous pas qu'on risque de voir apparaître à terme une table de correspondance entre l'ID unique d'un floc et la catégorie de persona qu'elle contient? Oui, alors c'est tout à fait ça. L'ID, a priori, lui sera fixe. Par contre, la constitution, la population à l'intérieur, elle sera fluctuante. Donc, on va y revenir juste après. Donc, le travail que le secteur va devoir faire, c'est exactement ça, c'est de créer en fait une table de correspondance et je vais y revenir juste après. Je vous ai mis voilà, deux autres exemples. Les femmes qui aiment la déco, le même système. J'identifie en fait les gens qui aiment la déco, les gens qui sont sur des sites féminins et en haut à droite, vous avez les femmes qui aiment la déco. Et donc la même chose, vous dites, ok, je sais que ces flocs-là ont un intérêt pour la déco et en plus sont principalement donc constitués de femmes. Et donc tout l'enjeu, là on l'a mis on a pris à chaque fois en fait, une petite centaine de flocs et puis en fait on vous dit ça. Donc, il faut imaginer que là on est sur 100 flocs en fait de base. La base sera 110 000 flocs
ensuite, on va construire un peu comme sur le foot. On va prendre le centre d'intérêt et on va trouver les X% de gens intéressés par la déco, les X% qui sont intéressés par les médias féminins. Et en fait, on va croiser. Voilà. Et donc ça permettra effectivement de faire des analyses. Donc, vous voyez, ça permet, c'est pour ça que je parlais plutôt de persona tout à l'heure, parce qu'en fait, on pourra construire à la volée des choses complètement personnalisées. On pourra se dire, voilà, moi je cherche les gens qui ont tel centre d'intérêt, qui ont tel type de profil, et construire un système de persona complètement dynamique. On a pris un dernier exemple, du coup, les gens qui aiment et le foot et la déco, bon voilà, typiquement, on n'a pas trouvé. Voilà, donc aujourd'hui, si vous souhaitez cibler les fans de foot qui aiment la déco, sur l'analyse qu'on a pu faire, il n'y a aucun floc qui permet en fait de combiner ces deux axes-là. Parce qu'on est aussi en test et que du coup, potentiellement, ça pourra quand même se produire. Oui, alors, l'intérêt, c'est qu'effectivement, si on est sur des dizaines et des dizaines de milliers de flocs, on va avoir des choses très fines. Plus on aura de flocs, plus on aura de puissance de calcul, plus on aura de recul, plus on aura d'apprentissage, plus on sera fin. Encore une fois, là, c'est un test qu'on a fait sur à peu près une trentaine de millions de flocs. Alors qu'on devrait en recevoir 300 milliards. Ouais. Donc effectivement, plus on aura d'informations, plus on pourra la traiter. Mais c'était déjà intéressant de voir effectivement des choses en fait sortir. Et donc, comme vous pouvez le constater, on pourra avoir des choses très très fines qui vont permettre en fait justement à toutes les équipes marketing d'avoir des approches encore plus percutantes, clairement, que simplement le segment ou que d'acheter en fait une rubrique. Par contre, ça va demander beaucoup d'efforts en fait en data science, beaucoup d'algorithmes, beaucoup de machine learning. Mais par contre, voilà, nous on est dedans là depuis quelques semaines. C'est le champ des possibles est hyper intéressant. Et donc c'est exactement ce que je viens d'entendre. La problématique, c'est que vous allez retrouver en fait avec des milliers de flocs, vous n'aurez pas de numéro en fait derrière. Donc c'est ce que j'appelle la myopie marketing. Vous direz, ok, en fait, je ne sais plus comment est constituée mon audience, je ne sais plus comment aller toucher ces gens-là, je ne sais plus comment aller toucher leur profil jumeaux. Et donc c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on fasse. On se retrouve aujourd'hui face à une nouvelle langue. Voilà, donc il faut imaginer effectivement les étrangers qui arrivaient en fait en Égypte, qui découvraient des trésors incroyables, des monuments incroyables, qui voyaient des signes sur des murs et qui disaient waouh, c'est très joli. Mais la question c'est qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et quand on n'a pas effectivement de point commun avec une langue comme égyptien, c'est impossible en fait à décrypter. Et donc c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer. Ce qu'on est en train de faire chez Handvoice, c'est de construire cette pierre de Rosette. C'est de se dire aujourd'hui, on a des suites alphanumériques par dizaines de milliers. On a derrière un certain nombre d'informations. Comment on peut construire en fait une table de correspondance qui permette d'identifier les centres d'intérêt en fait des flocs et de se dire je propose en fait une solution qui permet à une équipe marketing, à un annonceur d'avoir une bonne vision des flocs constituant son équipe, son audience et en même temps de pouvoir les toucher. Et le vrai enjeu pour qu'on soit de nouveau dans une vue vraiment fine, c'est ça. Voilà. On ne peut pas laisser aujourd'hui en fait à Google le soin de se dire voilà, je serai le seul à décrypter les flocs. Donc toute l'ambition que l'on a cette année là chez Handvoice, c'est de construire cette pierre de Rosette qui permette à l'univers du marketing digital de retrouver la vue et donc de tester le plus rapidement possible justement pour savoir ce qu'il y a derrière en fait les flocs. Donc, ce qu'on veut, voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est on ne veut pas laisser le soin à Google de maîtriser ce nouveau système de ciblage. Voilà, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on sera sur un système de one-to-few qui est à la fois pertinent en termes de ciblage et à la fois pertinent sur la gestion des données personnelles. Donc, ça, on y adhère complètement. Et par contre, en fait, là, ce sur quoi on est en train de travailler, ce sera l'extension de ce que je vous ai montré là. Donc, ce sera une offre en fait à la rentrée qui permettra justement à la fois de comprendre la constitution de mon audience à travers les flocs, d'avoir une notion de score, d'avoir une vraie photographie en fait complète, et en même temps de pouvoir tester. Voilà. Est-ce que les flocs que je constate sur mon audience, que j'active en fait à l'extérieur, est-ce qu'ils permettent de générer plus ou moins de performance qu'une approche individuelle ou qu'une approche en fait par segment. Et donc ça, c'est une offre qu'on lancera à la rentrée. Et voilà, si vous avez un intérêt en tout cas pour ce type en fait, de test, parce qu'encore une fois, le point clé, je pense, des 18 prochains mois, ça va être le test, avec grand plaisir pour évoquer tout ça ensemble. Bon, super, merci Alban. En tout cas, je pense que c'était hyper intéressant. On a une question de Vincent qui nous demande est-ce que les caractéristiques de ciblage des flocs seront-ils pérennes dans le temps? Alors, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que aujourd'hui,
ce sera… encore une fois, je mets beaucoup de si parce qu'effectivement, comme vous voyez, en fait, les choses évoluent très rapidement. Mais normalement, on doit avoir un système donc, de suite alphanumérique fixe. Je pense clairement que le nombre de personnes par floc et que le nombre total de flocs va évoluer. Donc, en fait, il y aura une première partie avec peut-être 33 000 flocs. Nous, on a déjà constaté 110 000. Donc, vous voyez, entre 33 et 110 000, il va y avoir une petite différence. Donc, je pense qu'effectivement, on ira de plus en plus sur des systèmes avec plus de volume, plus de flocs, pardon, et que, en gros, le point clé ne sera pas simplement d'avoir une photographie à un instant T, mais d'avoir un système continu d'analyse. Et donc là, on est sur du machine learning. Clairement, hein, tout ce dont on travaille, tout ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est de se dire ce système-là va être un système vivant. Et donc, on ne peut pas se dire j'ai à un instant T cette table de correspondance et voilà, j'ai fait le job et puis derrière, je l'exploite. Honnêtement, ça n'a pas fonctionné comme ça. Ça va être quelque chose d'extrêmement vivant dans tous les sens, très, très, très dynamique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, il faudra avoir des outils ultra dynamiques qui vont faire de l'apprentissage en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Donc, je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'effectivement, on aura de plus en plus de granularité, on aura de plus en plus d'apprentissage, donc on sera de plus en plus fin. Par contre, effectivement, ça demande des solutions techno ultra puissantes, des équipes de data scientists, énormément de ressources serveurs. Et c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il y a une opportunité pour le marché et des adtech comme nous, de dire, voilà, on peut proposer quelque chose d'hyper intéressant, encore plus fin que ce qui existe en fait aujourd'hui, avec une simplicité d'utilisation très forte pour les équipes marketing. Du coup, je pense que ça répond à la question de Rémi, mais je te la pose quand même. Étant donné qu'une personne peut switcher de floc plusieurs fois par semaine, la table de correspondance sera difficilement exploitable sur la durée pour déterminer le profil des différents individus au sein des différents groupes et les utiliser à des fins de ciblage. Mais comme tu le disais, en fait, c'est un apprentissage. Exactement ça. Voilà, donc encore une fois, vous ne pourrez pas changer plusieurs fois par semaine parce qu'il y a cette notion en fait de données coulissantes. Voilà, en gros, 7 à 10 jours coulissants. J'analyse les 7-10 derniers jours pour changer de groupe. Donc a priori, voilà, je pense que vous pourrez changer régulièrement, mais pas plusieurs fois par semaine, peut-être une fois. Voilà. Mais effectivement, le point clé encore une fois, c'est ça. Hein, on ne pourra pas se dire, voilà, la bonne vision, c'est la pierre de Rosette. En gros, ça vous permet de décrypter un instant T et vous dites à chaque fois que je veux décrypter en fait un hiéroglyphe, je prends ma petite pierre, je regarde et hop, c'est bon. C'est exactement le contraire. Donc l'idée principale, c'est de se dire, je construis cette table de correspondance qui sera une table complètement dynamique et qui va s'enrichir en fait avec le temps. Donc en gros, vous ne pourrez pas vous dire ça y est, je fais un effort important avec des data scientists, je crée ma table et puis je suis tranquille. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionnera. Il faudra avoir un effort en fait dans le temps, un effort en fait dynamique. Donc ce sera plutôt nous, ce sur quoi en fait on travaille, c'est plutôt en fait d'avoir des tables de correspondance complètement dynamiques et d'avoir des outils en fait qui vivent. Donc en gros des dashboards qui permettent de comprendre en gros quelle est mon audience, comment je dois les toucher, etc. Et vous verrez, nous on constate tous les jours à travers les tests que l'on mène aujourd'hui, tous les jours on a des visions différentes. Voilà. Donc en gros, encore une fois, à la marge, hein, mais votre audience restera plus ou moins votre audience dans la constitution. Par contre, effectivement, pour aller activer, il faudra des systèmes extrêmement dynamiques, extrêmement agiles et extrêmement puissants pour apprendre et optimiser en fonction de ces changements. Super. Du coup, Jessica nous demande, on est bien d'accord que pour faire partie d'un floc, l'utilisateur devra tout de même donner son consentement sur les différents sites sur lesquels il naviguera. Alors, ça, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, les barres telles qu'on le voit aujourd'hui n'ont aucun rapport, en fait, avec le consentement que vous donnez à Google à travers l'utilisation, en fait, de Chrome. Donc, ça, c'est un point qui est clé. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée de la Privacy Sandbox, c'est de donner à un moment ou à un autre votre consentement qui permette à Google, en fait, de constituer justement de construire votre profil de navigation à l'intérieur en fait de la Privacy Sandbox. Donc malheureusement, je vais vous partager en fait le fond de ma pensée. Tout ce que fait la CNIL aujourd'hui, c'est nous emmerder pour rien. Voilà, je vous le dis tel que je le pense. Aujourd'hui, en fait, quand on voit tout ce qu'il faut faire pour avoir le consentement en fait de l'internaute, etc., alors que l'objectif est de ne plus avoir de gestion de données personnelles, mais justement d'unifier, par exemple, à travers ces groupes-là. À partir du moment où vous êtes dans un groupe, il y a peu de notions de données personnelles.
Donc, vous n'avez plus besoin en fait, d'avoir le consentement de la personne pour avoir une exploitation de ces données personnelles, puisque ces données personnelles n'existent plus en termes d'exploitation. Donc, très honnêtement, ce qui est très malheureux aujourd'hui, c'est d'avoir une CNIL qui vraiment nous ennuie au sein en fait, de l'univers, alors que la construction du web de demain sera basée sur quelque chose de complètement différent. Malheureusement, la CNIL n'a rien compris à tout ça. Essaye effectivement d'être plus royaliste que le roi, d'avoir des barres plus grosses avec des gros boutons. Enfin, en tant qu'internaute, moi, tout le monde me le dit, mais honnêtement, c'est insupportable d'avoir à cliquer à chaque fois. Enfin, l'expérience, elle est catastrophique. Le consentement aujourd'hui, il est très compliqué en fait à gérer. Plus personne ne sait s'il faut redemander 3 fois, etc. Alors que le futur doit se construire sur la suppression des données personnelles. Voilà, moi c'est ma conviction. Les données personnelles individuelles doivent être supprimées. Cette notion de petits groupes, que ce soit la solution de Google ou d'autres, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir moins de données personnelles, même plus du tout de données personnelles et en même temps un ciblage intéressant. Mais aujourd'hui, ayez en tête que tout ce qu'on fait autour de la CNIL et des barres de consentement, etc., de toute façon, ça va disparaître dans les prochaines années parce qu'effectivement, il n'y aura plus de données personnelles. Encore une fois, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ok. Du coup, il y a Sandra qui demande est-ce que les flux sont déjà totalement bien en place alors que la fin des cookies est décalée. Alors en fait, on est dans une phase de test. Hein. C'est bien ça pour le moment. Ouais, c'est exactement ça. Donc en fait, il y a 2 tests aujourd'hui. Il y a le test des équipes produits. Donc c'est le test que j'évoquais tout à l'heure qui était en dehors en fait, de l'Europe pour des questions de RGPD. Donc là, on voit bien quand même qu'il y a une question liée au consentement. C'est-à-dire que Google pensait que lorsque vous acceptiez les conditions générales d'utilisation comme Facebook, tous les GAFA se disent voilà, la personne a accepté en fait les CGU, donc après je peux faire ce que je veux. Et après vous voyez vous sur votre site, vous devez mettre 54 barres pour vraiment être sûr que la personne ait bien compris. Vous voyez le décalage entre l'univers GAFA et nous ce qu'on subit, et notamment grâce à la CNIL. Donc vous voyez effectivement qu'on est dans un monde un petit peu fou. Bon, bref, je mets ça de côté, mais effectivement on va se retrouver donc sur des systèmes qui vont être complètement dynamiques, qui vont vivre en fait avec le temps, et il faudra évoluer clairement en permanence. Super. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, il y en a eu pas mal, donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que le sujet intéresse. Comme le disait Alban, donc si vous êtes intéressé pour prolonger la discussion, vous avez ces coordonnées-là, mais je vous rassure, vous allez recevoir du coup le replay dans la foulée et je vais vous envoyer également cette présentation. Voilà, donc ça permettra, si vous avez besoin d'approfondir le sujet, de pouvoir nous poser encore plus de questions et d'avoir un échange encore plus fort avec Alban. Rémi nous remercie. Merci Rémi. Oui, vas-y. Vas-y. Je rebondis. Je vous laisse mon portable, je vous laisse mon email. C'est un sujet qui est ultra compliqué. Ce qu'on essaye, comme vous l'avez, je rebondis sur Rémi, c'est on essaie de faire les choses de manière assez simple. Ça va demander beaucoup effectivement d'échanges. Mais pour moi, vous avez aussi, par rapport à ce que je décrivais au départ, aujourd'hui, vous êtes quand même en train de travailler avec des gens qui sont quand même plus ou moins respectueux des internautes. Vous avez une opportunité énorme en tant que marque de vous réinventer aussi sur la façon de faire du marketing digital. Et donc, je vous laisse mon portable. Si on peut vous aider effectivement à modifier la dépendance que vous avez au GAFA, avec grand plaisir, et exploiter de nouveaux systèmes de ce type-là, voilà, vous l'avez, contactez-moi et je passerai le temps qu'il faudra avec vous pour essayer de vous aider dans la construction d'un nouveau marketing digital plus respectueux des internautes et de votre marque. Et merci effectivement donc tout le monde, à Vincent, Nicolas, Lyon, Olivier, Myriam, voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vois que ça a intéressé vraiment les personnes qui sont venues. Donc voilà, écoutez, comme dit Alban, vas-y, dernière fois. Voilà. On refera certainement un webinar de ce type-là, je pense en septembre, en octobre. Septembre-octobre, là, on a vraiment voulu partager avec vous en fait les premiers apprentissages que l'on a. On capte beaucoup plus d'informations au fur et à mesure. Donc, on vous refera en fait un point, je pense, en septembre, en octobre. Et l'idée, c'est qu'on soit, voilà, comme je voyais, no bullshit, c'est exactement la philosophie chez nous. On sera no bullshit et on vous présentera toutes les opportunités et tout ce qui est compliqué. Et donc, ayez en tête qu'on vous proposera tout ça, je pense, en octobre, parce qu'elle a rentré toujours un peu chargée.
Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on tiendra bien sûr informé évidemment de toutes les évolutions, de tout ce qui va se passer. On met en place vraiment une veille forcément chez nous très techno sur ce sujet-là et on la partagera avec tous les annonceurs et toutes les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, rassurez-vous, on laisse un peu passer l'été, profitez bien pour tous vous reposer aussi et parce que la fin d'année, on le pense et je pense que de votre côté c'est aussi le cas. Ça va être une très très belle fin d'année. En tout cas, on l'espère tous. Bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces partages, ces commentaires, ces questions. On vous dit à très bientôt. Merci Alban. Et puis voilà. Et puis bonne journée malgré cette défaite hier, mais on va l'oublier très très vite. Ouais, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut se tellement de pencher choses à faire. Voilà, retour au boulot, c'est parfait. Allez, à bientôt Merci tout à le monde. tous. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir.